Bien, bonjour et bienvenue à ce débat qui est consacré à la fertilité, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Alors, je salue toutes les personnes qui sont dans cette salle, mais aussi tous ceux qui nous suivent à distance via Internet. On va donc parler à la fois de procréation médicalement assistée, mais aussi du don d'ovules ou du don de spermatozoïdes, et plus largement de tout ce qui concerne les problèmes d'infertilité. Alors, en France, il faut savoir qu'environ un couple sur 7 consulte en raison de difficultés pour concevoir un enfant. Donc, on va parler de ces questions avec les deux personnes qui sont à mes côtés, que je vous présente tout de suite. Donc, d'abord, le docteur Aline Papaxantos, bonjour. Je vous demande de prendre votre micro pour qu'on vous entende bien. Vous êtes chef du service de biologie de la reproduction SECOS au Centre d'assistance médicale à la procréation du CHU de Bordeaux. Et puis, le docteur Jennifer Carrière, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue et vous êtes médecin de la reproduction au Centre Aliénor d'Aquitaine. Alors, on va commencer en faisant, si j'ose dire, un petit peu de sémantique. Qu'est-ce que l'on met derrière le mot, derrière les idées d'infertilité ou de stérilité? D'abord, est-ce qu'on parle de stérilité? Est-ce qu'on parle d'infertilité? Alors la stérilité, c'est un terme qui est plus trop employé. C'est un terme qui est censé désigner l'impossibilité pour un couple, pour une femme ou pour un homme d'avoir un enfant. Et c'est vraiment plus un terme qu'on emploie de nos jours. On parle plutôt d'infertilité. Et quand on parle d'infertilité, ça correspond plutôt à un couple qui va avoir des rapports sexuels réguliers et qui ne va pas arriver à obtenir une grossesse en un an, quand les femmes elles ont moins de 35 ans, quand elles ont moins de 35 ans. Et au-delà de 35 ans, on parle d'infertilité au bout de 6 mois d'essai de grossesse spontanée sans y parvenir. Donc là-dessus, c'est bien clair. L'infertilité, il y a des critères, on va dire, qui sont relativement précis pour définir ce qu'est l'infertilité. Mais qui sont aujourd'hui les personnes qui sont les plus concernées par les problèmes d'infertilité? Alors, je vais vous le dire, les hommes ou les femmes, si je regarde ce qu'il y a autour de moi, vous aviez raison quand vous me disiez, docteur Papaxantos, que généralement, il y a 95% de femmes et 5% d'hommes. Merci de m'avoir rejoint, puisqu'il y a un seul homme avec moi dans cette salle. Donc, qui sont les plus concernés? Tout le monde? L'homme autant que la femme autant que l'homme? Je dirais autant Alors, l'homme il que faut que la vous teniez femme votre micro finalement. bien près de la bouche pour qu'on vous entende Si bien. près que ça. Oui, oui, si près que ça. D'accord. Donc autant les hommes que les femmes finalement. Quand on a des couples qui viennent consulter pour une infertilité, quand on regarde un petit peu les raisons, les étiologies à leur infertilité, c'est environ dans 30% des cas une étiologie plutôt féminine. Ce que vous appelez étiologie, pour qu'on soit bien Oui, c'est clair. une cause féminine. Dans 30% des cas, une cause plutôt masculine. Et ensuite, vous allez avoir 20% des cas où ça va être mixte, donc à la fois un problème du côté de l'homme et un problème du côté de la femme. Et dans les 20% restants, on se retrouve dans des infertilités qui sont finalement inexpliquées, où on ne retrouve pas de cause particulière. Alors, quand on parle des causes de l'infertilité chez la femme, quelles sont-elles? Oh, elles sont nombreuses. On peut avoir comme cause une dysovulation, des problèmes d'ovulation qui ne se fait pas ou qui se fait mal, des problèmes au niveau des trompes, les trompes qui sont bouchées. Voilà. Au niveau de l'homme, après, vous avez des altérations au niveau du spermogramme. Euh, Peu de spermatozoïdes mobiles ou pas de spermatozoïdes du tout. Est-ce qu'il y a des moments, vous aviez l'air de dire que oui, dans la première réponse que vous m'avez apportée, où on ne peut pas mettre un nom sur la cause de l'infertilité? Oui, il y a des couples où quand on fait le bilan, tout est normal. On n'a pas d'anomalie ni au niveau du bilan du monsieur, au niveau du spermogramme, ni au niveau des examens gynécologiques de la femme. Et on se retrouve dans ces situations à devoir expliquer au couple qu'on n'a pas de raison particulière, pas d'explication à leur donner sur la cause de leur infertilité. Alors, vous avez donné tout à l'heure des âges, mais est-ce qu'il y a vraiment des âges à partir desquels un homme ou une femme doivent s'inquiéter s'ils n'arrivent pas à, à concevoir un enfant? Bah, pour- Ah, oui, alors en fait, l'âge est un facteur important dans la fertilité. Alors, chez l'homme, c'est un petit peu moins, c'est un petit peu moins évident. Les caractéristiques spermatiques se maintiennent jusqu'à l'âge de 40 ans. Par contre, 40-50 ans et après 50 ans, on voit une diminution des caractéristiques spermatiques en termes de nombre. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que, alors, chez l'homme, ce qu'il faut comprendre, c'est que la production de spermatozoïdes chez l'homme
est constante à partir de la puberté. Donc il y a plusieurs cycles de production de spermatozoïdes tout au long de la vie. Et au fur et à mesure qu'il y a donc cette production de cycles de formation de spermatozoïdes, eh bien par exemple, les mécanismes de réparation de l'ADN peuvent être moins évidents chez l'homme vieillissant. Et donc, on voit apparaître avec l'âge, eh bien, par exemple, une augmentation du risque d'anomalies, de mutations, d'anomalies génétiques. Et notamment, il a été montré qu'après 50 ans, il peut y avoir le risque d'avoir de l'autisme dans la descendance ou une schizophrénie est multiplié par 5. Également, avec l'âge, il y a une augmentation de risque de fausse couche chez la conjointe. Donc, chez l'homme, c'est peut-être, c'est plutôt après 50 ans qu'on se pose des questions. Par contre, malheureusement, et c'est là où on voit l'inégalité biologique entre l'homme et la femme, c'est que la fertilité de la femme est particulièrement altérée avec l'âge. Alors, pour vous donner des exemples, une femme à 25 ans, entre 25 et 30 ans, elle a 25% de chances de concevoir par cycle. À 35 ans, 12%. À 40 ans, 6% de chances de conception spontanée. Donc, vous comprenez que ce qu'on observe dans notre société, qui est le retard de l'âge à la maternité, va avoir une influence sur la fertilité de la population. En 40 ans, pour vous donner une idée, l'âge à la maternité a augmenté de 5 ans. Actuellement, on a dépassé la trentaine. Donc, vous voyez qu'on se rapproche finalement de cette diminution de fertilité spontanée. Alors, et ça s'explique très bien par la physiologie. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Comment se fait-il qu'à 25 ans, on soit plus productif qu'à 30 ou 35 ? Là aussi, il faut remonter pendant la vie fétale où, contrairement à l'homme, une femme, une petite fille, naît avec tous ses ovocytes présents sur ses ovaires. Et elle va les utiliser pendant sa vie reproductive. Il n'y aura pas de multiplication des ovocytes. C'est-à-dire que contrairement à l'homme, il n'y a pas de fabrication au fil des ans. Fabrication continue. Donc, elle naît avec son stock et elle va les utiliser tout au long de sa vie. Et donc, et quelque part, eh bien, ce stock diminue inexorablement, quel que soit son nombre d'enfants, quel que soit si elle prend une contraception. Ce nombre diminue par des phénomènes qu'on appelle apoptose, c'est une sorte de mort cellulaire programmée des ovocytes. Et par exemple, 95% des femmes de 30 ans n'ont plus que 12% du stock d'ovocytes présents à la naissance. Donc vous voyez que finalement cette comparaison entre la physiologie et la constatation colle évidemment. Donc, eh bien oui, il faut. Je pense que ça fait partie de cette information qu'il faut délivrer aux femmes. Maintenant, on a passé l'ère de l'enfant quand je veux pour se dire bon allez, maintenant je peux, allons-y. Voilà. Alors, c'est une société qui s'est construite sur il faut que la femme travaille, il faut qu'elle ait son métier, il faut qu'elle ait ci, il faut qu'elle ait là. Bon, il faut qu'elle trouve aussi un compagnon, c'est pas si évident non plus. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui influencent la fertilité des femmes et ce retard à la conception du premier enfant a des conséquences. Les femmes maintenant, c'est pas rare de voir une femme à 32 ans qui a une réserve ovarienne altérée. Si elle avait conçu ses enfants à 25 ans, elle ne serait pas venue nous voir.
Vous venez de nous parler, alors je vous rassure tout de suite, hein, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez avant, Oui, on pose un petit peu le problème et puis oui. après je vous donnerai la parole. Vous venez de parler des ovules, j'aimerais qu'on parle aussi des spermatozoïdes parce que vous dites qu'on en produit tout au long de sa vie, Oui. mais on dit aussi que les spermatozoïdes seraient maintenant moins nombreux, moins performants. Est-ce que c'est une réalité? Alors, c'est une question d'actualité parce que le mois dernier est paru dans une revue internationale de haut niveau une étude sur la comparaison, l'évolution des caractéristiques spermatiques entre 1973 et 2018. Dans tous les continents, il y avait une étude qui était parue en 2017 sur les continents du Nord, et ça, c'est maintenant, malheureusement, les constatations sont identiques dans l'hémisphère sud, à savoir qu'il a été observé sur cette période entre 1973 et 2018 une baisse de près de 50% de la concentration des spermatozoïdes. Alors, ce sont des études rétrospectives, c'est-à-dire qu'on prend une étude parue en 1973 qui rapporte des caractéristiques spermatiques, on prend par exemple la moyenne observée dans la population qu'ils étudient et on les compare entre les 290 études qu'ils ont revues. Et c'est comme ça qu'ils ont mis en évidence une diminution de la production de spermatozoïdes dans l'espèce humaine sur ces études rétrospectives. Mais c'est vrai que, en quelque sorte, eh bien, il y avait presque une diminution de 1% de concentration de spermatozoïdes par an, qui atteint pratiquement 2,5% par an depuis les années 2000. Comme si Donc il y a une accélération. comme si les années 90-2000, là, il y avait des facteurs qui intervenaient pour justement un petit peu sur cette diminution de production de spermatozoïdes chez l'homme. Alors vous voyez arriver ma question suivante. Voilà. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une explication? On a à un moment avancé des explications qui étaient peut-être un petit peu fantaisistes. On a dit par exemple les jeans qui serraient trop, les portables dans les poches des jeans, l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait un petit peu, on a pu faire le tri entre toutes ces hypothèses? Bon, alors, il est évident qu'actuellement, la piste de l'environnement est la piste privilégiée. De plus en plus d'études paraissent sur l'impact de l'environnement, qu'il soit professionnel, extra-professionnel, sur la fertilité. Alors, là, je ne vais pas vous citer le catalogue, mais en premier lieu, viennent ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Alors, les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qui perturbent le fonctionnement du système endocrine qui fabrique les hormones dans le corps humain. Et ces substances viennent finalement perturber le fonctionnement et la sécrétion de ces hormones. Elles peuvent intervenir pendant la vie fœtale, pendant la période de développement fœtal et chez la vie adulte. Et on suspecte même un effet transgénérationnel. Donc, quelque part, ces substances, il faut les considérer. Alors, ces substances, on peut les ingérer. C'est par exemple les phtalates contenus dans les emballages plastiques de nos aliments. On peut les respirer par les composants qui se trouvent par exemple dans les parfums d'ambiance, dans les produits ménagers qui dégagent des substances perturbatrices endocriniennes. On peut même, elles peuvent passer la barrière cutanée par les cosmétiques que l'on s'applique. Donc, vous voyez, donc il y a une multitude, on est exposé à une multitude de substances qui, on parle même d'effet cocktail, c'est-à-dire que plusieurs, elles peuvent avoir une sorte, elles peuvent se potentialiser entre elles. Donc, c'est un réel problème de santé publique. Alors, il y a un site, l'ECHA, ECHA, qui est l'Agence européenne des produits chimiques, qui répertorie ces substances, ces perturbateurs endocriniens sur leur site. Elles sont consultables sur Internet. Maintenant, vous avez même des applications alors, qui... moi, je m'amuse à faire entre guillemets,
bien que j'ai plus l'âge de la procréation, mais vous voyez, il y a des applications, vous scannez la composition de vos produits cosmétiques et vous avez de suite la réponse sur la présence de perturbateurs endocriniens. Alors, c'est fiable, pas fiable, mais ça donne une petite idée quand même. Alors, une petite idée de la... Alors, nous avons la chance... C'est surtout très difficile de les éviter. Alors c'est difficile de les éviter. Alors, je suis d'accord, mais bon, je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire le tri dans son alimentation, le tri dans ses habitudes de vie et trouver des solutions pour diminuer l'exposition. Alors, on a la chance sur Bordeaux de disposer d'une plateforme de santé environnementale qui s'appelle Artemis. C'est une plateforme, en fait, c'est un lieu de consultation qui s'occupe justement des effets de cette exposition professionnelle, extra-professionnelle, sur la procréation, sur la maternité et sur l'enfance. Donc, il y a des consultations de prévention et d'information. On travaille en étroite collaboration avec eux, notamment les patients qui rentrent dans un circuit d'assistance médicale à procréation, et on les réfère, on fait des études avec ce centre Artemis pour essayer de mieux comprendre, de mieux les conseiller sur comment aborder, comment améliorer la fertilité et les succès dans les systèmes de procréation médicalement assistés. Vous avez parlé des perturbateurs endocriniens. Il y a d'autres substances chimiques qui sont... Oui, alors je ne vous parlerai pas de la pollution atmosphérique. Il y a plein d'autres substances que... les sources de pollution, enfin les agents dans notre profession. Alors, on est une région viticole quand même. Donc, oui, l'utilisation de pesticides. Donc, vous voyez, et puis, alors, on parle d'environnement et je pense qu'il faut en parler. C'est un problème de santé publique qu'il faut prendre à bras-le-corps. Mais quand même aussi, nous avons les toxiques que nous nous infligeons. Alors, le tabac. Le tabac, quand même, et l'effet du tabac sur la fertilité féminine a été démontré. Il augmente le risque de fausse couche, de grossesse extra-utérine. Voilà, donc il diminue les chances de succès en assistance médicale à la procréation. Alors, chez l'homme, c'est un petit peu moins évident, mais quand même, au-delà de 5 cigarettes par jour, chez l'homme, il faut faire attention. Alors, les études ne sont pas claires, mais ne serait-ce que par le tabagisme passif imposé à la conjointe. D'accord ? Le tabac, le cannabis. Il ne faut pas que j'oublie le cannabis. Le cannabis, l'effet du cannabis sur les caractéristiques spermatiques, c'est évident. Il y a une diminution de la production des spermatozoïdes avec le cannabis. Alors, ce qu'on dit aux patients, c'est que arrêter l'intoxication permet de récupérer un sperme normal. Et donc ça, c'est réversible. C'est réversible. Voilà. L'alcool ? Alors, chez la femme, je n'ai pas parlé du cannabis aussi. Femme et cannabis, ça ne fait pas bon ménage. Sur l'ovulation, sur la fécondation, sur la placentation, l'implantation de l'embryon. Donc, il faut dire qu'on a des récepteurs cannabinoïdes sur les ovaires, enfin, sur tout notre appareil reproducteur. Donc, voilà, donc il y a des effets des substances cannabinoïdes. Alors, on a vu donc l'addiction. On continue avec les addictions. L'alcool, l'alcool, c'est un petit peu moins évident, mais en tout cas, il y a un effet dose dépendant. Alors, une consommation modérée. Alors, qu'est-ce que une consommation modérée ? Bon, peut-être peut avoir peu d'impact. Alors, je ne parle pas de la grossesse, attention, zéro alcool. Oui, on est dans la conception. On est dans la conception. Mais bon, après, il faut raison garder. Il faut raison garder. Toute intoxication chronique alcoolique a des répercussions sur la qualité de l'ovulation, sur l'homme, ne serait-ce que la libido qui est diminuée, les dysfonctionnements érectiles induits par les intoxications alcooliques. On a entendu parler à un moment aussi des ondes électromagnétiques. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus ? Là, moi, j'ai vu quelques études in vitro. Alors, on met le téléphone en permanence à côté de testicules de lapin ou de rat et on observe peut-être quelques diminutions de production. Bon, chez l'homme,
Chez l'homme, c'est pas évident de trouver des études. Moi, ce que je déconseille à mes garçons, c'est de mettre le testicule. Le testicule est toujours au même endroit. C'est de mettre le téléphone en position dans la poche au niveau inguinal. Mais bon, mais, enfin, c'est vraiment parce que je suis dans la partie que je suis obsédée par ça. Mais sinon, non. Voilà, des petits conseils. Voilà, on a pas mal parlé donc de toutes ces questions environnementales. On pourra y revenir un petit peu plus tard. Je voudrais qu'on parle aussi de quelque chose qui concerne beaucoup les gens. Docteur Jennifer Carrière, aujourd'hui, c'est tout ce qui est stress. Tout ce qui est stress, tout ce qui est pression. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il y a aussi des couples qui se mettent une telle pression que est-ce que ça peut avoir une conséquence sur l'infertilité ? Oui, le stress peut jouer, notamment par la baisse de la libido, le fait que les couples aient moins de rapports. Ça peut entraîner des troubles de l'ovulation chez la femme. Donc oui, effectivement, par tout ça, le stress peut jouer. Après, tout à l'heure, on vous avait parlé, Aline l'a bien dit, de la baisse de la fertilité de la femme et qu'on était assez inégal vis-à-vis des hommes. Moi, j'aimerais quand même redire l'âge de 35 ans. C'est quand même important parce que avant 35 ans, on va pouvoir attendre un an avant de consulter un gynécologue pour faire un bilan de fertilité. Après 35 ans, à cause de cette baisse de la réserve ovarienne, des diminutions des chances de grossesse en fécondation in vitro quand on a la réserve ovarienne qui diminue, il ne faut pas attendre un an pour venir nous voir. Il faut vraiment venir au bout de 6 mois. Vous essayez 6 mois. Si ça ne marche pas, il faut vraiment venir. C'est vraiment important quand même d'avoir en tête l'âge. L'âge de l'homme est un petit peu moins important, certes, mais en tout cas, l'âge de la femme, après 35 ans, on a vraiment la fertilité qui baisse. Il ne faut pas attendre un an avant de venir voir un spécialiste. Et avant 35, pas attendre non plus. On voit des couples des fois qui viennent au bout de 2 à 3 ans d'essai. Non, au bout d'un an, il faut vraiment se prendre en charge, aller voir un gynéco pour faire un bilan. Alors, si on parcourt un petit peu Internet, on peut voir beaucoup de conseils pour booster sa fertilité. Est-ce que c'est un tissu d'ânerie ou est-ce qu'il y a des choses à prendre ? Alors, moi, je conseille vraiment d'aller sur les sites officiels. Alors, le site de l'ARS, les sites officiels. ARS, Agence régionale de santé. Voilà. Alors, en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de remède miracle pour booster. La lotion, on ne va pas augmenter faire une cure de vitamines. En prenant des vitamines. Par contre, moi, ce qui est vraiment important, c'est les règles hygiéno-diététiques. Arrêter le tabac, l'alcool, faire attention, arrêter le cannabis, avoir une bonne hygiène de vie. Un IMC, un indice de masse corporelle entre 20 et 25, non pas par des régimes hyper stricts, mais par un rééquilibrage alimentaire. On insiste beaucoup sur le rééquilibrage alimentaire, consommation de légumes, enfin, de choses finalement qui ont l'air simples, mais qui sont qui peuvent être mises en place. Il n'y a pas de régime miracle pour tout d'un coup devenir fertile. Il n'y a pas de régime miracle. Et puis je crois, un élément, activité régulière, une activité physique régulière. On dit classiquement 3 fois 45 minutes d'activité physique par semaine. Et d'ailleurs, activité physique, ce n'est pas obligatoirement du sport de haute intensité. Ça peut être de la marche à pied. Ça peut être de la marche à pied, la marche rapide. Du vélo. Et puis aussi, je pense que le premier conseil que je peux donner à un couple qui veut un enfant, un couple hétérosexuel en tout cas, c'est d'avoir des rapports sexuels réguliers. Bon, parce que s'ils n'ont pas de rapport sexuel régulier, ça ne va pas venir tout seul. D'accord ? Donc, voilà. Donc, c'est... non, mais vous rigolez, mais on a quand même des couples en consultation qui ont un rapport par mois et qui viennent nous dire qu'ils n'arrivent pas à concevoir. Ah oui. Donc, c'est quand même important de dire qu'il faut des rapports 3 à 4 fois par semaine pour pouvoir améliorer au maximum vos chances de grossesse spontanée. Pendant la période ovulatoire. Ça semble tout bête comme ça, mais voilà. Oui. Alors justement, puisque vous parlez de la période ovulatoire, est-ce que les couples connaissent bien ça aujourd'hui ou alors ça c'est complètement dépassé, c'était la cuisine de grand-maman si j'ose dire? Je vous vois un peu désespéré. Non, mais après moi je leur dis pas forcément de cibler la période ovulatoire parce qu'il y a des dames qui peuvent ovuler, voilà, enfin c'est pas toujours. C'est pas régulier tous les. Le mieux, c'est quand même d'avoir des rapports réguliers et pas d'attendre pendant 3 semaines ou que ce soit pile poil la bonne période. Même au niveau de la qualité du sperme, c'est quand même mieux d'avoir des rapports réguliers. Alors, il y a aussi
Une autre question qui se pose à l'heure actuelle, ce sont les femmes qui, pendant des années, sont sous pilule. Est-ce que là aussi, le fait d'être sous pilule pendant des années peut avoir des conséquences par rapport à la fertilité? C'est une question qui revient souvent, je pense. Oui, ça revient souvent en consultation. Bah, la contraception, c'est quand même quelque chose de génial qui a permis aux femmes de contrôler leur fertilité. Par contre, l'effet contraceptif, il est totalement réversible. Donc, dès lors qu'on arrête la contraception, on peut tomber enceinte dans le mois qui suit. Alors, il y a certaines femmes qui vont tomber enceintes dans le mois qui suit, d'autres qui vont tomber enceintes dans les 6 mois, d'autres dans l'année. Ça dépend des femmes. Après, les femmes qui, finalement, à l'arrêt de la pilule, se rendent compte qu'elles ont une réserve ovarienne qui est vraiment très basse, c'est probablement quelque chose qui a été masqué par la pilule. Parce que quand on prend la pilule, on a des règles tous les mois de manière artificielle. Donc ça peut masquer certaines choses, mais ça n'induit pas un problème de fertilité derrière. Je reste encore sur les causes possibles. Est-ce que, par exemple, dans les cas d'infertilité, il peut y avoir des origines génétiques? Oui, il peut y avoir des origines génétiques. Il y a des études qui ont mis en évidence des gènes qui pouvaient transmettre des insuffisances ovariennes, donc je veux dire par là des réserves ovariennes basses, donc des femmes qui vont se retrouver jeunes avec un stock vraiment très faible. Je vous interroge juste une seconde parce que je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut dire que, puisque vous disiez que dès la plus tendre enfance, dès la naissance, on a son stock ovarien pour une femme. Oui. Les femmes sont inégales là-dessus. Il y en a Oui. qui ont un plus grand stock ovarien que d'autres, et avec des limites importantes, enfin des différences importantes. Oui, on a des dames qui ont des réserves ovariennes qui sont très importantes, d'autres qui ont des réserves ovariennes qui sont faibles. Effectivement, on ne part pas du même niveau. Des dames qui perdent leur réserve beaucoup plus rapidement, d'autres en fait qui n'ont pas une réserve ovarienne qui est très importante, mais qui diminue très doucement au fur et à mesure de l'âge. Non, on est toutes inégales vis-à-vis de ça. Donc, je vous ai peut-être interrompu par rapport aux origines génétiques de la fertilité. Donc en fait, l'insuffisance ovarienne, il y a des gènes, il y a tout un panel de gènes qui peuvent être transmis à sa descendance et entraîner des insuffisances ovariennes, donc des difficultés effectivement à concevoir, voire même des ménopauses parfois précoces qui entraînent de grandes difficultés. Et pour les hommes, des anomalies au niveau du chromosome Y qui peuvent entraîner des altérations très sévères du spermogramme. Et quand on a une descendance, et notamment des petits garçons, des fois, cette altération est transmise et peut même s'aggraver. Je reste toujours sur les causes. Est-ce qu'il y a des maladies ou est-ce qu'il y a des traitements de maladies qui peuvent là aussi avoir des conséquences sur la fertilité? Oui, il y a des maladies où les traitements peuvent avoir des conséquences sur la fertilité, notamment dans les cancers. La chimiothérapie, la radiothérapie va impacter à la fois la fertilité des hommes en diminuant le nombre de spermatozoïdes, voire en enlevant complètement la capacité de produire des spermatozoïdes. Chez les femmes, c'est pareil, diminuer la réserve ovarienne, voire totalement l'éradiquer. Donc dans ces situations-là, il est important de proposer aux couples, aux femmes, aux hommes qui vont avoir ce genre de traitement, des techniques de préservation de la fertilité. Je dirais même en dehors d'ailleurs de problèmes d'infertilité, des couples tout à fait normaux, fertiles, peuvent perdre leur fertilité du fait d'un traitement pour le cancer par exemple. Donc, par exemple, des maladies non oncologiques, non cancéreuses, comme l'endométriose. On sait que l'endométriose, ça altère la fertilité des femmes, ça fait diminuer la réserve ovarienne, d'autant plus quand il y a une intervention chirurgicale qui doit être faite sur les ovaires, parce qu'il y a une atteinte ovarienne de l'endométriose. C'est un exemple parmi beaucoup, mais on a beaucoup d'indications de préservation de la fertilité, à la fois cancérologiques et non cancérologiques. Voilà, donc peut-être vraiment un vrai conseil à donner aux couples, c'est s'il y a un problème de santé qui arrive, en particulier par exemple un cancer, d'essayer de faire cette préservation la loi, avant. le plan cancer oblige les médecins qui les prennent en charge à nous les adresser. On a un centre de préservation de la fertilité à Bordeaux et on travaille vraiment en étroite avec tous les oncologues de la région qui nous adressent les gens de manière systématique. Vous vouliez rajouter quelque chose? Tout à fait. Et puis ça fait, en fait, la préservation de la fertilité chez l'homme équivaut à une congélation des spermatozoïdes. Il faut savoir qu'on congèle des spermatozoïdes depuis les années 75, 73, 75 à Bordeaux. Alors, pour la femme, préserver la fertilité, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc, quand les traitements sont vraiment très gonadotoxiques, avec un risque d'altération à 80-100% de la réserve ovarienne, on peut prélever un ovaire sur 2 avant que justement il soit détruit entre guillemets. Donc ça, on le fait depuis les années 2000 au CHU de Bordeaux.
on congèle donc du tissu ovarien. Et d'ailleurs, la greffe, quand on les regreffe après la guérison, ça marche vraiment bien. Hein. On a des grossesses au CHU de Bordeaux après greffe de tissu ovarien. Et puis par contre, on ne congèle les ovocytes que depuis les années 2013. Parce que avant cette date, on ne savait pas congeler des ovocytes. Enfin, on essayait de le faire sur le plan international, hein, pas qu'à Bordeaux. Et donc, mais ça ne marchait pas. Et puis en 2011, 2010, 2011, il y a une technique de congélation très spéciale, ultra rapide, qui s'appelle la vitrification, qui a permis de congeler des ovocytes et de les récupérer après des vitrifications. Et donc on congèle au CHU de Bordeaux des ovocytes depuis les années 2013. Alors, je voudrais vous poser une question toute simple, parce qu'il y a certainement des gens, peut-être dans cette salle, mais aussi qui nous regardent à distance, qui se posent la question. Voilà, j'ai un problème, ou je crois avoir un problème d'infertilité. Alors, Jennifer Carrière, vers qui doivent-ils se tourner en premier? En premier, il faut se tourner vers son gynécologue, je pense, ou sa gynécologue, pour faire en tout cas un bilan de fertilité. Dans le couple, donc à la fois le bilan pour la femme et le bilan pour l'homme, et assez rapidement se rapprocher d'un centre de médecine de la reproduction et prendre rendez-vous avec un des médecins qui, en fonction du bilan, pourra l'orienter vers une des techniques qui sont à sa disposition. Alors justement, quand on s'adresse à un centre comme le vôtre, ces centres qui traitent l'infertilité, qu'est-ce qui se passe? On arrive chez vous. Voilà, j'arrive. Bonjour madame, bonjour docteur. D'accord. Qu'est-ce que vous allez me demander? Qu'est-ce qui se passe très concrètement? Eh bien, on prend en charge donc le couple et on prend tous les antécédents des deux personnes, parce que ça peut être un couple de femmes ou aussi un couple hétérosexuel. On regarde l'ensemble du bilan qui a été réalisé, ou alors on le prescrit s'il n'a pas été réalisé. Ensuite, on leur explique les différentes techniques qui sont à notre disposition et celles qui sont indiquées dans leur cas. Dans notre centre à nous, les couples voient à la fois un clinicien, donc un gynécologue, également un biologiste. Ensuite, l'ensemble des dossiers sont discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire et les décisions sont prises à ce moment-là pour mettre en place les traitements par la suite. Alors, quelles sont les différentes solutions que vous proposez qui sont à disposition? Alors, la première solution, quand la durée d'infertilité elle est courte, que c'est plutôt un problème d'ovulation, ça peut être des stimulations simples. Donc ça, ce sont des traitements hormonaux qui ont pour but d'améliorer l'ovulation, de cibler aussi les rapports. Ça peut aussi être un avantage pour les couples qui ont peu de rapports. Bon, la stimulation, c'est compliqué à mettre en place, c'est simple. Ça peut être des comprimés dans certaines situations où ce sont des piqûres, des injections sous-cutanées qu'on se fait le soir généralement avec des échographies et des prises de sang pour évaluer l'efficacité du traitement. Et dans les techniques d'AMP, vous allez avoir les inséminations. Donc c'est absolument la même chose que pour les stimulations d'ovulation, sauf qu'on rajoute un geste technique. Les biologistes récupèrent les spermatozoïdes les plus mobiles et ensuite le gynécologue les dépose directement dans la cavité utérine. Et enfin, vous avez les techniques de fécondation in vitro. Donc là, ce sont des stimulations hormonales avec des doses beaucoup plus importantes parce que le but est de recruter beaucoup de follicules, alors que sur la stimulation simple ou l'insémination, on va recruter 1 voire 2 follicules. Sur les fécondations in vitro, on va en recruter le maximum parce que le but après, c'est de faire une ponction ovocytaire. Donc c'est un passage au bloc opératoire. On n'est pas totalement anesthésié, mais on a quand même un infirmier anesthésiste à côté. L'intervention se fait sous contrôle échographique et ça permet de récupérer les fameux ovocytes pour après les mettre en fécondation in vitro au laboratoire avec des spermatozoïdes qui ont été recueillis le matin avec les biologistes. Et dans ce cas-là, les ovocytes sont tous prélevés, ou il y en a qui sont congelés, ou ils sont tous utilisés à ce moment-là? En fait, on fait le tri entre les ovocytes qui sont matures, qui pourront être fécondés et qui vont être mis en fécondation. Les ovocytes immatures, on ne les conserve pas parce qu'ils ne sont pas fécondables en l'état. Alors, quels sont les délais chez vous quand on arrive? Alors, à partir du moment où vous avez un rendez-vous avec un des médecins du centre, pour les stimulations simples, il n'y a pas de délai. Pour les inséminations, généralement, il faut aussi rencontrer le biologiste, le dossier est staffé, donc on parle de 2-3 mois de délai. Pour les fécondations in vitro, pareil, vous rencontrez les biologistes, le dossier est discuté en RCP. En RCP? Réunion de concertation pluridisciplinaire. En gros, c'est des staffs où il y a plusieurs types de médecins, donc des biologistes, des gynécos.
Et les délais pour les fécondations in vitro, je dirais 4 à 5 mois. Est-ce qu'il arrive des cas où, justement, à l'issue de ces réunions, entre tous les professionnels, la réponse qui ressort, c'est ça ne va pas être possible, c'est pas la peine de tenter, ou Alors, vous tentez toujours? comme disait ma collègue tout à l'heure, effectivement, il peut y avoir certaines situations où là, encadrées par la loi, on ne peut pas prendre en charge les gens. Les femmes, on ne les prend plus en charge après 43-45 ans pour certaines techniques. Et les hommes, c'est après 60 ans. Après, il y a des situations où effectivement on ne peut pas prendre en charge les gens sur des techniques intraconjugales, c'est-à-dire avec les ovocytes de la femme qu'on reçoit et les spermatozoïdes du conjoint. On peut aussi orienter les gens vers des techniques de don quand il n'y a plus assez d'ovocytes, quand on est arrivé à une situation où la femme a une réserve ovarienne qui est si faible qu'on ne peut pas lui proposer de techniques de fécondation in vitro ou d'insémination classique, ou quand le monsieur n'a pas de spermatozoïdes au bilan, on peut orienter vers des dons de sperme. Mais effectivement, les situations où on dit plutôt non à une technique, ça va être des situations où finalement, où les chances de grossesse elles sont vraiment infimes et la balance bénéfice-risque elle n'est pas favorable. Ou alors des fois, dans de rares cas, la grossesse ou la stimulation ou le traitement que nous on va donner peut mettre en péril la vie de la patiente. Ça peut arriver. C'est pas très fréquent, mais Question de coût maintenant. Une AMP, ça coûte combien? ça coûte cher. Ça coûte cher, je présume. Et au couple qui vient vous voir, est-ce qu'il a quelque chose à payer? Alors non, les couples sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale parce qu'on a beaucoup de chance en France. D'ailleurs, ça donne, grâce à ça ou à cause de ça, on n'a pas la notion de ce que ça coûte vraiment. Les techniques d'infertilité coûtent très cher. Pour une fécondation in vitro, on doit être autour de 3 000 euros. Donc, non, ils n'ont rien à payer. À partir du moment où on les reçoit en consultation et on met en évidence une infertilité, on leur fait ce qu'on appelle un 100%, un document qu'ils envoient à la sécurité sociale. Et après, tout est pris en charge par la sécurité sociale. Alors, je crois que la sécurité sociale, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, je crois que la sécurité sociale accepte de prendre en charge 3... Non, là j'ai dit une Elle bêtise. accepte de prendre en charge jusqu'à 6 inséminations et 4 fécondations in vitro. Donc, ce sont les possibilités que nous apporte la sécurité sociale en termes de traitement pour les couples. Ce qui ne veut pas dire qu'on ira jusqu'à 6. Ce qui ne veut pas dire qu'on ira jusqu'à 6 inséminations, ce qui ne veut pas dire qu'on fera les 4 fécondations in vitro. La réalisation après de cet acte, c'est une décision médicale en staff. Et si jamais on estime qu'il n'y a pas d'indication d'insémination ou qu'il n'y a pas d'indication de fécondation in vitro, cet acte ne sera pas réalisé, bien qu'il soit remboursé par la sécurité sociale. Et justement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, mettons, si vous avez accepté pour un couple, mais je dis n'importe quoi, 2 inséminations artificielles, que vous dites on ne va pas en refaire une 3e parce que vous faites ça parce que vous vous rendez compte qu'il n'y aura pas de résultat au total Des fois, on a du mal à stimuler les dames, ou au moment du recrutement, enfin du recueil des spermes, on n'a pas assez de spermatozoïdes. Effectivement, quand on a l'impression que la technique n'est pas optimale, on change de technique. Alors, on va vraiment dans 5 minutes prendre des questions dans la salle. Je voudrais qu'on insiste sur un point dont on n'a pas du tout parlé depuis le début, c'est la loi de bioéthique, parce que tout cela est bien évidemment encadré par la loi de bioéthique. En 2021, il y a des choses qui ont changé dans cette loi de bioéthique en ce qui concerne la procréation médicalement assistée. Ah oui, il y a eu des grands changements. Des grands changements. Puisque lors de la révision des lois de bioéthique le 2 août 2021, il y a eu la possibilité de préserver ces gamètes, ovocytes, spermatozoïdes pour des raisons non médicales. Il y a eu donc la possibilité, l'ouverture à l'assistance médicale à procréation avec tiers donneur pour les couples de femmes et les femmes non mariées. Et puis, il y a eu la possibilité pour les enfants issus d'un don, qu'il soit don de spermatozoïdes, don d'ovocytes, de connaître à ses 18 ans l'identité du donneur ou de la donneuse et d'autres données non identifiantes comme l'âge, la fratrie, la situation professionnelle, l'origine géographique du donneur, les motivations du donneur. Alors, il faut savoir que le registre des dons auquel
nous transmettons toutes les informations concernant les donneurs et les donneuses, a été mis en place le 1er septembre 2022 et que depuis cette date, nous devons recruter que des donneurs, donneuses, qui acceptent la communication de l'identité, de son identité et d'autres données à l'enfant qui le souhaiterait, aux enfants qui le souhaiteraient à leur 18 ans. S'il refuse, c'est une raison pour ne pas accepter le don. Il ne peut pas être donneur ou donneuse. D'accord ? Alors, actuellement, on a un système un peu double qui coexiste, c'est-à-dire que le ministère de la Santé nous demande, à juste titre, d'utiliser, alors c'est valable pour la banque de spermatozoïdes, un petit peu moins pour les ovocytes, parce qu'on n'a pas vraiment de banque d'ovocytes, mais nous demande, le ministère, d'utiliser les paillettes de spermatozoïdes des donneurs ancien régime avant de distribuer des paillettes de donneurs nouveau régime. Bien. Alors, et c'est pas rétroactif, on ne peut pas demander aux anciens donneurs leur acceptation. Il y a une disposition de la loi qui prévoit que tout enfant à ses 18 ans, conçu, peut s'adresser à une commission qui s'appelle la CAPAD, commission nationale, qui va alors faire se rapprocher du sécos où l'enfant est né et nous demander qui a été le donneur. Ensuite, c'est la commission et surtout l'agence de la biomédecine qui va essayer de retrouver le donneur, lui poser la question de savoir s'il veut ou pas communiquer son identité ou d'autres données à l'enfant. Mais le donneur dit ancien régime pourra refuser. Donc actuellement, et ça les couples ne le comprennent pas, c'est que nous distribuons des donneurs ancien régime. C'est-à-dire que l'enfant posera la question, mais il n'aura pas forcément la réponse. Je voudrais qu'on vienne sur un autre phénomène qui a été changé par cette loi de bioéthique de 2001, c'est ce qu'on appelle la préservation sociétale de la fertilité pour les femmes. En quoi consiste cette préservation et qui cela concerne-t-il ? Alors, en fait, la préservation sociétale, qui n'est pas le mot exact, mais préservation non médicale, a été votée devant les arguments que je vous ai cités, c'est-à-dire le déclin de la fertilité des femmes avec l'âge, et le délai finalement à concevoir qui augmente, et peut-être aussi les difficultés qu'ont les femmes actuellement à rencontrer un compagnon avec qui faire des enfants. Et donc, cette préservation de raison non médicale consiste pour les femmes à congeler les ovocytes, mais elle n'est accessible qu'entre 29 et moins de 37 ans. Et donc, toutes ces dames peuvent s'adresser au centre de préservation de fertilité d'un centre d'assistance médicale à la procréation et nous allons congeler les ovocytes après une stimulation de l'ovulation, une ponction des follicules, et on va conserver les ovocytes pour elles. Alors, il faut savoir que on n'est pas dans un don d'ovocytes, c'est bien des ovocytes conservés pour elles. J'ai bien dit pour elles, en vue de réaliser plus tard une assistance médicale à la procréation en les utilisant. Alors, à partir du moment où on conserve des ovocytes, il faut savoir que ces dames sont liées par contrat avec le sécos qui les conserve. Ça veut dire que on leur fait signer un contrat de conservation qui stipule bien que les ovocytes leur appartiennent, personne ne peut les utiliser sans leur accord. Et chaque année, il faut les interroger pour savoir ce qu'elles veulent faire de leurs ovocytes. Donc chaque année, nous envoyons un avenant qu'elles doivent nous renvoyer. Donc vous voyez que, alors il faut savoir que dans le cadre, c'est pareil dans la préservation des ovocytes pour raison médicale, c'est pris en charge. Par contre, pour raison non médicale, la conservation annuelle
est payante de l'ordre de 40,50 € par an. Ça reste On raisonnable. est vraiment loin des prix américains qui sont de 400 € par an. Donc voilà, donc 40,50 € par an à la charge des patientes. Alors, et comme ils ont voté ça pour les femmes, eh ben, pourquoi pas les hommes? Eh oui. Alors, sur quelle argumentation scientifique? Là, c'était un petit peu plus délicat à justifier, mais bon, on est dans l'inégalité homme-femme, et pour une fois, ça va dans l'autre sens. Ça veut dire que les hommes aussi peuvent congeler leurs spermatozoïdes entre 29 et 45 ans. Alors, pour le moment, je dois dire qu'on a beaucoup de femmes qui se présentent pour la congélation de leurs ovocytes, mais nettement moins des hommes. Ça se compte sur les doigts d'une main. Voilà, on a surtout des hommes anxieux, mais pas vraiment. Mais les femmes, vraiment, ça représente actuellement, on est à 40% de notre activité de préservation ovocytaire qui sont représentées pour des raisons non médicales. On a explosé les demandes de consultation dans ce sens. Alors, si vous le permettez, on oublie une seconde ce cas très particulier. Je voudrais qu'on parle globalement du don de sperme. Oui, allez-y, vous voulez rajouter quelque chose là, sur la préservation sociétale. C'est jusqu'au 37e anniversaire, on a énormément de dames qui viennent entre 36 ans et 37 ans. Donc, pour toutes celles qui avaient 36 ans au moment où la loi est passée, bon, effectivement, elles n'ont pas eu trop le choix. Pour les autres, c'est vrai que c'est très compliqué parce que l'augmentation du nombre de consultations fait que les délais de consultation ont augmenté, les délais de passage au bloc opératoire aussi. On fait tout notre maximum au CHU de Bordeaux pour diminuer ces délais. Toujours est-il que quand on a une dame qui arrive qui a 37 ans dans 3 mois, c'est compliqué. Donc, même si la loi autorise jusqu'à 37 ans, pour préserver les ovocytes, le mieux, c'est quand même de venir le plus tôt possible. Alors, je voudrais juste... Après 29 ans. Voilà, après 29 ans. La loi, c'est 29 ans. Je voudrais qu'on termine sur les dons de sperme et d'ovocytes. J'ai cru comprendre dans une des réponses que vous avez faites tout à l'heure que pour les spermatozoïdes, il n'y a pas trop de problème. Pour les ovocytes, il y en a un petit peu plus. Alors pour l'instant. Attention. Pour le moment, nous fonctionnons sur notre banque de donneurs ancien régime et au sécos, comme on est un des plus gros sécos de France, on est peut-être le 4e ou 5e plus gros sécos de France, on avait un bon stock. Alors, on va fonctionner pendant, je pense, une année, mais après, pour moi, c'est le trou noir. Je ne sais pas comment on va fonctionner face à ces demandes multipliées par 100 de demandes de dons de sperme. On est à 1000 demandes de dons de spermatozoïdes, alors que d'habitude, on en a 100 par an. Donc, on est face à une augmentation, mais je parle de tsunami de demandes, et face finalement à ces dispositions sur la levée de l'identité des donneurs, qui fait que, je suis désolée, mais depuis le 1er septembre 2022, je n'ai pas énormément de donneurs qui se sont présentés. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça fait peur le fait de... Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça fait peur, mais en tout cas, je ne suis pas sûre que l'information soit suffisante dans la population générale pour dire, mais oui, mais messieurs, vous pouvez donner vos spermatozoïdes si vous avez entre 18 et 45 ans. Allez, même si ce soir, on parle plutôt d'infertilité, un mot sur la fertilité, les gens qui voudraient donner, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour avoir le droit de donner? Alors, pour donner ces ovocytes, alors j'ai parlé du don de spermatozoïdes et ovocytes, on va regarder les deux. Don de spermatozoïdes, et ça c'est vrai qu'il y a une augmentation des demandes. Alors, pour être donneur, eh bien, il faut avoir entre 18 et 45, moins de 45 ans. Il faut bénéficier d'une consultation médicale au sécos, où on va étudier leurs antécédents médicaux, leurs antécédents familiaux, on leur fait leur arbre généalogique, on recherche jusqu'aux grands-parents la survenue d'une maladie qui peut être à risque de transmission génétique, on leur fait faire un karyotype sanguin, des examens pour éliminer le risque de transmission infectieuse, du HIV, l'hépatite B, l'hépatite C, etc. Mais ensuite, il faut qu'ils fassent des recueils au sécos. On leur demande 5 à 6 recueils de spermatozoïdes. Alors, pour la donneuse d'ovocytes, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, il faut qu'elle ait entre 18 et moins de 37 ans. Alors, recueillir des ovocytes,
suppose qu'elles subissent un traitement de stimulation des ovaires, une ponction au bloc opératoire. Donc c'est vrai que ça demande un investissement beaucoup plus important. Mais on a beaucoup plus de dames qui donnent que de messieurs. Donc, et pourtant, la différence des circuits est telle que je considère que les femmes sont beaucoup plus solidaires entre elles. Les messieurs, voilà, on a du mal à les recruter pour être donneurs. Et pour terminer, on va quand même préciser une chose qui est importante. Contrairement à d'autres pays, Oui. tout ça, c'est gratuit aussi. C'est-à-dire que le donneur n'est pas payé, ni alors, la donneuse. Le donneur n'est pas payé. Mais alors, si vous me posez la question, là, je vais vous donner mon avis personnel d'un praticien qui Et après, vous nous travaille donnerez dans les sécos la loi vraie, depuis comme plus on de 20 dit. ans. Alors, je vais être claire. Je pense que le don doit rester non rémunéré. Bon, parce que tous les centres... si on regarde les pays autour qui rémunèrent les dons, certes, ils ont plus de donneuses, peut-être de donneurs aussi, mais enfin quand même, qui c'est qui donne? Ce sont les étudiants, les étudiantes. Donc, quelque part, on exploite un peu la jeunesse de ces femmes, et ça me gêne un peu. Alors, certes, il y a des femmes qui en ont besoin, mais je trouve ça limite. Et puis, un autre fait, tous les centres, dans les pays où ils payent leurs donneurs et leurs donneuses, comme finalement les informations qu'ils recueillent, les informations médicales, sont sujettes à caution, parce que ils viennent pour être rémunérés. Donc, du coup, ils sont obligés de faire des tests génétiques. Donc, du screening. On va rechercher 42 mutations, par exemple, dans la plupart des centres, 42 à 46. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on trouve une mutation? On ne saura pas trop quoi en donner. Donc, finalement, ça oblige les pays qui ne payent leurs donneurs, ça les oblige à faire des tests supplémentaires, des examens supplémentaires, et après, ils ne savent pas trop quoi en faire. Donc, voilà. Ça, c'est mon opinion très personnelle, et je la défends tant que je serai là. Mais la donneuse ne paye rien et le donneur non plus. Bien sûr. Voilà. Par contre, tous les frais de déplacement, les frais de perte d'argent s'ils ne sont pas pu aller travailler, enfin, tout ce qui incombe à la prise en charge au SECOS est pris en charge et remboursé. Donc, ils n'ont rien à débourser. Merci beaucoup, Dr Aline Papac-Santos. Merci, Dr Jennifer Carrière, pour nous avoir éclairé sur ces questions d'infertilité. On va maintenant terminer la partie en direct. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. On va maintenant prendre des questions dans la salle pour ceux qui le souhaitent. Vous n'hésitez pas, vous levez la main. Alors tout de suite, on va le dire, parce qu'on va être précis. C'est la 4e rencontre que j'anime.